bonjour à tous. Quel est le point commun entre le post-it, le Viagra et le SMS? Aucune idée? Presque. La réponse est que tous les trois sont nés d'un échec. En effet, le post-it, à la base, un chercheur de la société 3M qui était censé créer une colle hyper forte a fini par créer tout à fait l'inverse, c'est-à-dire une colle éphémère. Il a tout laissé tomber, mais heureusement, un de ses collègues a utilisé les pots de colle restants pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le post-it. En ce qui concerne le Viagra, ce médicament qui rapporte des milliards de dollars à son fabricant, était à la base destiné à soigner les maladies cardiovasculaires. Les tests n'ont pas été probants, mais les testeurs ont redemandé pour des effets secondaires inattendus. Enfin, le SMS. Le SMS, à l'origine, aujourd'hui on s'envoie des milliards tous les jours, mais à l'origine, c'était un moyen de communication entre les opérateurs téléphoniques et leurs abonnés. Certains salariés ont détourné un peu le système pour s'envoyer des messages entre eux, et c'est ce qui a donné lieu au SMS. Vous allez me dire que le SMS n'est pas forcément un échec, c'est un détournement d'usage. C'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises aujourd'hui quand nos clients ou nos utilisateurs détournent l'usage? Dans la plupart des cas, on se dit c'est qu'ils n'ont rien compris à ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un budget de conduite du changement pour l'éduquer. On ne se pose pas la question que si jamais le client détourne l'usage, c'est qu'il est en train de nous faire passer un message et que peut-être il y a une opportunité à saisir et un besoin qu'on n'a pas comblé. Malheureusement, on préfère nier la réalité et ne pas assumer le fait que notre produit ou notre service ne correspond à aucun besoin. Pourquoi? Parce que ça s'apparente à de l'échec. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, l'échec est perçu de façon très négative. Et c'est ce qui fait qu'on distingue aujourd'hui, en tout cas, deux types d'entreprises comme deux types d'êtres humains, ce qu'on appelle les entreprises à growth mindset et les entreprises fixed mindset. Les entreprises à fixed mindset, ce sont des entreprises qui vont blâmer l'échec, qui vont faire en sorte que leurs salariés vont éviter les challenges pour ne pas échouer, et ils ne vont pas faire la distinction entre l'échec de la personne et l'échec des projets. A contrario, il y a les entreprises growth mindset, c'est des entreprises qui existent beaucoup aux États-Unis, pas encore beaucoup en France, mais c'est des entreprises qui veulent faire évoluer leurs salariés et ils savent éperdument que ça passe forcément par l'échec. Pour passer d'une entreprise fixed mindset à une entreprise growth mindset, la première des choses, c'est d'assumer et de parler ouvertement de l'échec. Et ça, moi, je l'ai compris quand j'étais aux États-Unis. J'ai découvert un concept par hasard, ça s'appelait les Fuck Up Nights. Les Fuck Up Nights, ce sont des conférences où des personnes, des start-upers, des PDG, des salariés, ils venaient, comme ce que je fais aujourd'hui, mais pas pour parler de leur réussite, mais pour parler de tous les échecs qu'ils ont rencontrés. Ça partait d'un start-upper qui n'a pas réussi à lever des fonds, à celui qui a perdu tous ses salariés du jour au lendemain, à celui qui a fait faillite. Les personnes venaient échanger entre pairs et finissaient par s'échanger comment ils ont pu surmonter les échecs et comment ils ont réussi. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire la même chose et exercer ça là-bas et profiter de l'occasion pour en parler face à des centaines de personnes. Et du coup, parce que je me considérais dans un environnement qui était très bienveillant à l'échec et que les personnes ne se jugeaient pas entre eux. Et du coup, j'avais le choix entre parler d'un échec personnel qui était le fait d'avoir raté le permis 4 fois, parce que plus aucune autre auto-école ne voulait de moi, ou un échec qui était plutôt pro, parce qu'à l'époque, j'étais en train de monter un design lab au sein d'une filiale dans un environnement de service public régulé et qui ne comprenait pas l'intérêt du design et de l'empathie. Et du coup, j'ai décidé de parler de ça. Donc l'empathie. Aujourd'hui, quand j'ai essayé de mettre en place l'empathie et le design dans cet écosystème, mes sponsors, les clients ne comprenaient pas pourquoi fallait aller parler aux clients, pourquoi fallait se mettre à leur place. On me disait souvent « Non mais t'es folle, on va pas parler d'émotions avec les clients, c'est pas notre habitude. » Il faut vraiment qu'on valide les questions que tu dois leur poser.
J'avais de tout. Et du coup, je considérais cet échec comme un échec qui était personnel. C'était la première fois que je prenais du temps et du recul pour pouvoir en parler avec des personnes qui étaient un peu, on va dire, dans ce mood de l'échec et pas forcément de la survalorisation de l'échec, parce que c'est pas forcément le cas, mais c'était la première fois où je pouvais parler ouvertement de l'échec. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre que derrière le fait que mes sponsors ou mes clients refusaient de mettre en place l'empathie, il se cachait une peur de révéler que le problème identifié par eux n'était pas forcément le bon. Et c'était le cas. 80% des cas qu'on avait n'étaient pas forcément liés au problème qu'on nous donnait à l'initiative. Du coup, cette expérience m'a permis de tout changer. Donc j'ai tout, on va dire, redesigné le lab. Je me suis axée sur la formation et des acculturations, du codir, en passant par les assistantes jusqu'aux personnes qui étaient beaucoup plus opérationnelles, telles que les soudeurs, parce que tout le monde était un utilisateur ou un client d'une autre entité. Cette expérience m'a aussi permis, aujourd'hui, quand on me demande quel est le ROI d'un design lab ou d'une entité qui est en train de diffuser le design dans les entreprises, le meilleur ROI, c'est la réponse que je donne. Dans tous les cas, c'est le nombre de personnes que vous avez formées, le nombre de personnes qui ont changé d'état d'esprit et qui ont compris l'intérêt de ces méthodes et de ces façons de faire. Cette expérience m'a aussi permis de changer personnellement. Le fait d'avoir parlé ouvertement de l'échec m'a permis de tout laisser tomber et de créer aujourd'hui une école qui se concentre sur le fait de faire en sorte que les personnes deviennent des problem solvers, parce que c'est la seule, on va dire, compétences dont on aura besoin dans le futur. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle la French Future Academy, et elle se concentre beaucoup sur les problèmes, mais c'est une école qui adore l'échec. Pourquoi? Parce que pour postuler à l'école, on demande à nos participants, et en tout cas à nos étudiants ou aux salariés, de nous envoyer le CV de leur échec. Voilà. On s'est inspiré d'un professeur de l'université de Princeton. C'est un professeur en psychologie qui détient un record de prix et qui a publié récemment un CV de tous ses échecs. Ça part des programmes qu'il n'a pas réussi à obtenir jusqu'aux articles qui n'ont pas été publiés, des prix qu'il n'a pas réussi à avoir. Le but de ce CV, c'est de montrer qu'au-delà de ses réussites, il y a aussi ses échecs, et c'est ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Ça permet aussi, donc ce que je vous invite, c'est aussi de rajouter dans vos CV, peut-être pas un CV de l'échec, mais de rajouter une partie dans vos CV qui sera mes échecs, comme mes expériences, et pourquoi pas mes échecs, et ça nous permettra de faire en sorte d'avoir un mouvement qui va valoriser l'échec en France. Une autre façon de passer d'une entreprise à fixed mindset à une entreprise growth mindset, c'est d'en parler ouvertement. Je vous ai parlé des conférences Fuck Up Nights. Je vais vous dire de l'instaurer dans les entreprises. On peut être un peu plus corporate, pourquoi pas les appeler les trophées de l'échec, parce qu'on aime bien les trophées de la réussite, les trophées de l'innovation. Et pourquoi pas les trophées de l'échec? Ça serait un moment où les salariés peuvent venir et échanger entre pairs sur les échecs qu'ils ont eus et les leçons qu'ils ont tirées de ces échecs. On gagnerait même un prix du meilleur échec, et pas forcément le pivot, parce qu'on adore aujourd'hui ce mot. Oui, j'ai pivoté, mais c'est forcément, si on a pivoté, c'est qu'il y a un échec derrière. Donc il faut aussi nommer les choses. Pour finir, vous allez me dire, oui, mais ce mouvement-là, moi je ne peux pas l'assumer, c'est compliqué, qui va vouloir assumer ce mouvement autour de l'échec? En France, on adore créer des postes, Chief Happiness Officer, pourquoi pas le Chief Failure Officer? S'il faut nommer, pourquoi pas? Vous avez bien vu ce que l'échec peut apporter. Il peut apporter des nouveaux produits, des best-sellers, des changements de vie. Donc, soyez francs, la seule chose qui ne nous permet pas aujourd'hui d'oser et peut-être d'échouer, c'est la peur de finir au placard. Donc, si vous voulez vraiment s'aimer ce que vous avez récolté, alors plantez-vous. Merci.